Mais ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est ce qui est en train de se créer. On a une vague d'artistes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux et qui sont en train de, tout simplement de définir, de réinventer l'art, comme l'ont fait chaque génération d'artistes à leur époque, que ça soit en effet le Cercle de Paris avec des personnes, une bande de copains qui se retrouvaient dans les cafés de Montmartre pour réinventer le monde, pour refaire le monde, et finalement cette bande de copains faisait un ping-pong permanent pour échanger sur leurs courants, sur leurs œuvres, et on a de ce mouvement de nombreux courants qui sont nés, le fauvisme, le cubisme, l'impressionnisme. Donc c'est des terreaux intellectuels qui sont en place, qui font qu'à un moment donné, il y a une accélération du moment, et il y a des personnes qui se retrouvent un peu en avance sur leur manière de penser, sur leur époque, et qui sont en train d'imaginer l'avenir. Et c'est un peu en train de ce qui se passe en ce moment. On a des dizaines, puis des centaines, puis maintenant des milliers d'artistes qui ont commencé à faire des ping-pong permanents. Et tout ça pour vous dire que c'est des gens qui seront demain dans les livres d'histoire. C'est des gens, pas tous, mais dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, on va dire Murat Pak, je vous donne des noms comme ça, Beeple, je sais pas, Akatao, Excopy, je vous dis des noms comme ça, mais on va dire cette personne-là a créé une école, a créé un mouvement, a des disciples et a créé une nouvelle manière de faire de l'art. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, et toujours avec cette question, c'est pour ça que je fais une référence à Magritte d'ailleurs, beaucoup de gens qui disent qu'est-ce que l'art à l'heure du digital? Et ça va même un peu plus loin d'ailleurs, c'est qu'est-ce que la propriété potentiellement à l'heure du digital? Mais c'est des questions qui se posent, et du coup les gens jouent avec les codes autour de ces questions, et c'est ce qui fait que, être contemporain de cette époque, mais c'est ça en fait qui nous excite. Moi, c'est ça qui m'anime, c'est de pouvoir, sous mes yeux ébahis, voir ces personnes-là en train de créer, en train d'inventer, en train d'imaginer, en train de rebondir, et en train justement de chercher les limites et de questionner toujours sur cette question autour de l'art. Donc, je vous donne un exemple. Bon, voilà, mais c'est un artiste forcément qui est assez connu, qui s'appelle Pak, qui alors lui qui est beaucoup dans la provocation aussi, qui est un artiste anonyme, qui a été connu qui a un compte en fait réseaux sociaux depuis une dizaine d'années, et qui a créé il y a 4-5 ans une intelligence artificielle qui s'appelait Archilect, qui en fait allait chercher sur les réseaux sociaux des choses esthétiques tout simplement, qui s'est nourri, c'est un machine learning, qui a appris ce qui était esthétique grâce à ses utilisateurs, et qui du coup alimente tous les jours ses utilisateurs en tweetant et en postant sur Instagram du contenu défini comme esthétique, donc qui plaît à ses utilisateurs. Il s'est fait connaître comme ça. En fait, Pak, c'est un personnage anonyme. On ne sait pas si c'est un homme, une femme, un collectif. Il y en a même qui soupçonnent d'être une intelligence artificielle et qui, en fait, alors fait des œuvres plutôt en 3D, géométriques, mathématiques. On retrouve souvent des cubes avec des monochromes sur du noir. C'est assez obsédant. C'est des boucles qui tournent. Donc il y a déjà une esthétique assez puissante, même si au premier coup d'œil on n'est pas forcément saisi, mais quand on les regarde à un moment donné on peut être assez obsédé. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnes qui posent des questions, qui stimulent notre intellectuel. Par exemple, Pak a fait une série assez provocante qui s'appelait The Title. C'était il y a 7 ou 8 mois. Qu'est-ce que c'est The Title? C'est 9 œuvres qui sont les mêmes cubes, exactement les mêmes images, à la différence qu'elles ont ni le même prix, ni le même nom, ni la même quantité. Et donc, vous avez par exemple The Cheap, qui vaut $500 en 200 exemplaires. The Expensive, qui vaut $10 000 en 10 exemplaires. The Unsold, qui vaut $1 million en un exemplaire, et qui n'a pas été vendu, comme son nom l'indique. Et forcément, ça fait un scandale dans cet univers. On dit, certains crient au génie, d'autres au foutage de gueule. Mais en fait, ça pose des questions. Comme dans l'art contemporain, vous avez des artistes qui posent des questions. Ils posent des questions et ils disent surtout, qu'est-ce qu'on possède aujourd'hui? On ne possède pas l'image, on possède potentiellement ce jeton qui est ce titre de propriété avec machin à acheter telle œuvre à tel prix à tel moment. Et donc forcément, ça fait réagir. Et tout ça, ce ping-pong permanent, fait qu'on retrouve plein d'écoles d'art. J'en ai cité 6, mais il y en a des centaines. C'est juste pour vous dire qu'en fait, derrière le mot crypto-art, on retrouve énormément de styles. Chacun va retrouver des arts qu'il aime. On ne peut pas dire « j'aime pas le crypto-art », ça ne veut rien dire. C'est pas possible. Il y a trop de diversité, il y a trop de styles. En fait, le crypto-art, c'est l'art, tout simplement. Et donc, pour vous donner quelques exemples,
bon, il y a de l'art génératif. C'est vrai qu'on est dans un univers issu un peu du monde informatique. L'art génératif, c'est de l'art généré par ordinateur, tout simplement. Donc, c'est des algorithmes qui vont être capables, en fonction d'un programme, de générer des œuvres. Et en l'occurrence, là, par exemple, carrément même un algorithme apprenant, donc une intelligence artificielle, qui, dans ce cas-là, par exemple, a absorbé des milliers d'œuvres impressionnistes pour, à un moment, sortir cette œuvre-là. Donc, c'est généré par intelligence artificielle. Donc, il y en a beaucoup. Il y a aussi d'autres œuvres génératives, dites, qui sont générées par des algorithmes, mais pas forcément des intelligences artificielles, des programmes qui vont faire certaines choses. Il y a évidemment, alors encore une fois, hein, chaque famille a en fait des dizaines de familles à l'intérieur. Je dis le mot 3D. 3D, ça veut tout et rien dire. La 3D, il y en a de partout, dans tous les sens. Mais quand je dis 3D, c'est simplement, en effet, des œuvres animées, qu'on ne voit pas bien là, parce qu'il y a de la lumière, mais du coup, des œuvres animées en 3D, faites par des générations de personnes qui étaient dans des studios ou dans des agences, qui bossaient justement sur des animations, sur de la 3D, qui avaient un potentiel artistique, et qui, à un moment donné, se sont lancés à leur compte pour pouvoir produire justement produire du contenu en 3 dimensions et souvent du contenu animé. Je vais vite hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais on pourra poser des questions après. Simplement, voilà. Il y a aussi évidemment ce qu'on appelle de l'illustration digitale, du dessin. Sauf qu'au lieu de faire avec un papier et un stylo, c'est fait avec Illustrator ou InDesign, qui sont des logiciels. Après, avec le petit côté, ce qui est sympa dans le numérique, c'est qu'on peut zoomer. Par exemple, si on regarde cette œuvre-là, on pourra voir qu'à l'infini, il y a plein de micro-détails qui ont été faits et qui sont assez subjugants pour moi. Ça, c'est un artiste qui s'appelle, j'en ai déjà parlé du coup, Akatao. Il y a un autre courant, c'est l'art collectif. Alors l'art collectif, c'est génial. Il y a une plateforme d'ailleurs qui s'appelle Async Art. Donc moi, je suis extrêmement fan. Et l'art collectif, c'est quoi? C'est que les propriétaires vont pas acheter l'œuvre en entier, mais vont acheter un peu un calque de l'œuvre. Comme si sur Photoshop, vous aviez des calques, ou comme si vous achetez une petite partie, un filtre en fait de cette œuvre-là. Et quand vous êtes propriétaire de cette œuvre et que vous avez un des calques, imaginons que moi je suis propriétaire de la table, eh bien quand je vais dessus, je me connecte, je suis propriétaire, j'ai le droit de changer la manière dont la table s'affiche. Donc j'ai 3 possibilités par exemple, et je change la manière. Et donc le rendu final, ça va être la somme de l'intégralité des copropriétaires de l'œuvre qui vont choisir la manière dont apparaît l'œuvre. En fait, c'est un rêve pour beaucoup d'artistes hein, qui étaient dans cet univers, c'est de pouvoir avoir une œuvre permanente et une œuvre qui vit avec ses collectionneurs et une œuvre qui évolue. Et donc ça commence à être possible. Et encore une fois, on n'est qu'au début, c'est ça que je vous dis, c'est que c'est un mouvement qui est extrêmement jeune et qui commence à peine sa collaboration. On retrouve du GIF aussi dans la culture Internet. Vous connaissez le GIF, c'est une succession de 3-4 images qui forment une image animée. Et donc, bon, c'est une image qui est très connue, celle-là. C'est un artiste qui s'appelle Xcopy, qui est un peu un des artistes originaux aussi, qui a un style assez GIF, électrique, morbide, voilà, que vous pourrez retrouver. Et puis, on a de la peinture voilà, plus traditionnelle, peinte à la main, et derrière, potentiellement, réanimée sur ordinateur. Donc voilà, et ça c'est un artiste qui s'appelle Feocius, qui est aussi assez connu. Donc, juste pour donner quelques dates, c'est mes dates, hein, elles sont subjectives, parce qu'il faut en choisir, mais juste pour donner quelques dates un peu sur le mouvement, il y a une date qui fait assez l'unanimité quand même, c'est en fait 2017, la création des CryptoPunks. Donc c'était il y a une semaine les 4 ans des CryptoPunks du coup et donc c'est voilà une première collection qui marque pour certains un peu le début du crypto art, même si voilà tout est sujet à débat évidemment. 2018 la plateforme Super Rare, Rarible et enfin 2020 Pack et Beeple. Donc pour faire simple, les CryptoPunks, je vous le fais très très vite. Il y a des gens qui l'ont entendu 200 fois ici. Le CryptoPunk c'est un peu maintenant, c'est devenu un peu le bling bling. C'est un peu la Rolex du monde numérique. Voilà, moi j'aime bien cette phrase. Si t'as pas un CryptoPunk si t'as pas un CryptoPunk et que t'es un investisseur ou je sais pas quoi, t'as raté ta vie. C'est un peu la Rolex la Rolex, on va dire de cet univers-là. Et c'est cher. C'est beaucoup plus cher qu'une Rolex d'ailleurs. Enfin, ça dépend. Mais maintenant, donc du coup, c'est une collection en fait qui est marquée comme la première collection. Donc il y a beaucoup de choses en fait, mais c'est la première collection, c'est 10 000 pièces d'art génératif, donc 10 000 pièces uniques, créées par ordinateur, avec 10 000 bonhommes en pixel art, donc en pixels comme ça, et qui ont tous en fait des traits
différents. Pour faire très très simple, il y a des familles. Ça veut dire qu'il y a 9 aliens, il y a je ne sais plus combien de apes, des singes, il y a une trentaine peut-être, un truc comme ça, dites-moi si je me trompe, des zombies, peut-être une cinquantaine, 6000 hommes, 3000 femmes. Et ensuite, il y a des niveaux de rareté en fonction des attributs, ce qu'on appelle les traits. Par exemple, des bandanas. Il y a 400 punks qui ont un bandana. Il y en a 500 qui ont un grain de beauté, 200 qui ont une cigarette. Et donc, l'algorithme, en fait, a créé ces punks en fonction de ces niveaux de rareté de manière automatique. Et il y a 4 ans, quand c'est sorti, les gens pouvaient aller les chercher gratuitement s'ils avaient un wallet Ethereum sur le site de cette société de geeks qui s'appelait Larvalab. Et en fait, c'était une preuve de concept. Ça a inspiré beaucoup de gens sur les possibles. Il faut comprendre que ça a permis aux gens de comprendre ce qui était possible en fait avec ces NFT en termes de création de collections. Et parce que c'est les premiers, ils ont une valeur symbolique forte, parce qu'il y a une petite référence au mouvement punk aussi. Voilà, on parlait d'anarchie aussi, mais ça, il y a quand même, voilà, le mouvement cyberpunk a une certaine influence. Il y a le pixel art qui touche, il y a l'art génératif, il y a les premiers, il y a des pièces uniques, et il y a une communauté qui est très forte. On reparlera de l'aspect communautaire, mais c'est quelque chose qui caractérise particulièrement cet univers, c'est justement les collectionneurs actifs qui fondent le mouvement. Donc, 2017 CryptoPunk, 2018 une plateforme est sortie pour la première fois. Donc quand on dit une plateforme, c'est l'équivalent un peu d'une sorte de, on va dire une sorte de grande galerie en ligne, qui pour la première fois dit à des artistes, vous pouvez amener vos œuvres. Ils ont sélectionné 200 artistes en début en 2018 qu'ils ont sélectionnés. Ils leur ont dit, vous pouvez prendre votre œuvre et vous pouvez la vendre sur Internet en format en ligne, donc sans cadre, sans papier, sans expéditeur. Juste vendre votre œuvre numérique et vous avez des œuvres animées donc qui se voient, qui se consomment sur un écran. Donc vous pouvez le faire. Et donc c'est les premiers, ils s'appellent Super Rare. En 2019, tu as un peu on va dire l'équivalent plus ouvert ou le double maléfique qui s'est créé, qui s'appelle Rarible, qui est une plateforme que j'adore aussi, mais qui est beaucoup plus démocratique où n'importe qui peut en fait vendre son œuvre, tout simplement. Et puis il y a l'émergence voilà, de Pack dont je vous ai parlé, et puis du fameux Beeple. J'en parle rapidement parce que c'est quand même enfin, je dis 2021 d'ailleurs, mais voilà, bon, il a commencé à minter en 2020. Mais concrètement, Beeple, si vous ne savez pas ce que c'est quand même quelqu'un, c'est un artiste qui, depuis plus de 13 ans, tous les jours, du lundi au dimanche, sans interruption, fait un tweet avec une création de ce type-là, un peu en 3D, qui est plus ou moins liée à l'actualité, ou à des états d'humeur, ou à des manières de penser. Et il a fait ça, du coup, depuis 13 ans, donc il y a plus de 5000 pièces qui sont sorties. Et cette personne-là qui a bossé comme ça pendant 13 ans a commencé finalement à vivre de son art, même si elle avait de la notoriété, elle avait des collaborations, il avait plein d'autres projets, mais il a vécu de son art. En fait, il a commencé à vendre ses œuvres il y a 8 ou 9 mois, avec l'émergence du NFT. Ce qui l'a amené à cette fameuse vente à 69 millions, où il a vendu les 5000 premières pièces, du coup, dans un seul projet. Et donc, on se dit, bah, pourquoi pas ? Enfin, le marché de l'art est le marché de l'art. La personne c'est l'œuvre un peu de sa vie. Il y a une reconnaissance très forte et puis il y a des acheteurs. Donc, en effet, ça devient un peu une réalité.